Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que je fais très jeune cadre dynamique dans cette tenue. Cette semaine, on parle de l'agence qui tape du poing sur la table concernant la consommation de soja. On parle des marques préférées des Français et aussi des enseignes préférées des Français. Et puis, on va parler aussi de TikTok qui se lance sur le shop. Bienvenue sur Sans filtre ajouté, le podcast qui décrypte l'actualité agroalimentaire, GMS et finalement la consommation. Première actualité de la semaine, l'ANS tape du poing sur la table concernant la consommation de soja. Si vous regardez un peu l'actualité, c'est sûr que vous n'êtes pas passé au travers. Donc l'agence, elle recommande de retirer les aliments à base de soja de la restauration collective et pour tout le monde, tout âge confondu, puisque ça va concerner aussi les cantines scolaires, des crèches et même des cantines d'entreprise. Alors pourquoi je vais prendre mes notes pour pas écorcher le nom. À cause des isoflavones, c'est des petits composants qu'on trouverait naturellement dans le soja et qui font beaucoup parler d'eux parce que finalement, ces isoflavones, ce sont des phytoestrogènes. Donc bref, en gros, ils imitent les hormones féminines. Mais qu'est-ce qui pose problème finalement là-dedans ? On s'inquiète vraiment de leurs effets potentiels sur la fertilité, le système hormonal, surtout chez les enfants et les femmes enceintes. Donc en gros, on est un peu dans l'ambiance perturbateur endocrinien, vous l'avez compris. Et selon une étude, sachez que 76% des enfants de 3 à 5 ans et plus d'un ado sur deux dépassent les seuils jugés préoccupants. Donc ça pose vraiment question. Et mesdames et messieurs, évidemment, si tout cela est lié au soja, on arrête de manger du soja. Hein. Le soja, on en trouve un peu de partout. Forcément, des desserts, des galettes végétaux, des biscuits, des apéros et même parfois là où on ne s'y attend pas. Et forcément, ça pose un peu question et beaucoup de préoccupations autour de cet aliment. Et c'est pour ça que, justement, l'agence, l'ANS, recommande de zapper le soja dans nos menus. Alors, évidemment, puisque sur Sans filtre ajouté, on passe toujours le pour et le contre, ça fait réagir aussi du côté de la filière du soja. Terre Univia et Sojaxa sont pas du tout d'accord sur le constat. En fait, ces organisations disent que l'agence oublie de dire que finalement le soja est consommé depuis la nuit des temps et que c'est pas aujourd'hui qu'il y aurait certaines problématiques. Et puis d'ailleurs, d'autres pays européens ou autres ne posent pas de restrictions sur cet aliment. Et ce qui est important de noter, c'est que tous les produits à base de soja ne se valent pas. Je pense que vous l'avez en tête, hein, les apéritifs soufflés au soja peuvent contenir, selon l'étude, jusqu'à 100 fois plus d'isoflavones que la sauce soja et les produits fermentés, notamment comme le miso ou le tempeh, qui semblent poser moins de soucis. Donc souvent, quand on en parle, le consommateur, et nous tous, parce qu'on est tous consommateurs avant d'être professionnels de la grande distribution, on a tendance à faire le raccourci quand on voit ce type d'article en se disant « je ne consomme plus de soja ». Non, mettons un peu de nuance dans chacun de nos propos. En fait, ce qui est important de souligner, c'est que tout est une question de transformation. Et le fameux docteur Jimmy Mohamed évoque que le vrai problème, en fait, c'est absolument pas le soja, c'est l'ultra-transformation. En fait, la différence vient de ce qu'on appelle du soja. En réalité, au Japon, ils vont consommer du soja présent dans du tofu, du miso, du natto, qui est un soja fermenté, des edamame, en clair, du soja entier, très peu transformé, intégré depuis l'enfance dans une alimentation quotidienne. Ici, on a des desserts industriels au soja, des steaks et des nuggets immondes au soja, du tofu industriel ou encore sous forme de compléments. Donc, ce qui nous rend malade, c'est pas le soja, mais ce qu'en font les industriels. Donc, alors, pour nous, professionnels de l'alimentaire, ça veut dire quoi concrètement ? Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir adapter et en tout cas anticiper les attentes de la restauration collective. Les appels d'offres pourraient forcément, avec cette actualité, évoluer très rapidement. Adapter son offre en magasin parce que, notamment sur les MDD et les gammes végétariennes, il y a encore beaucoup de produits qui sont à base de soja. Donc, bien être attentif sur les analyses et regarder s'il va y avoir des conséquences dans un sens ou dans un autre sur ces gammes de produits. Peut-être que oui, avec l'effet médiatique, mais peut-être que pas du tout.
Et puis travailler vraiment un discours de réassurance, car même si la recommandation, elle vise pas directement la distribution, les consommateurs seront forcément informés et seront beaucoup plus attentifs en rayon, probablement. Donc en résumé, le soja, c'est peut-être le prochain sujet sensible en linéaire, peut-être ou peut-être pas. En tout cas, affaire à suivre. La deuxième actualité de la semaine, les marques et les enseignes préférées des Français ont été révélées au grand jour. Alors comme chaque année, la marque préférée des Français et OpinionWay font un sondage. Et là, cette année, c'était auprès de 4900 consommateurs et il y avait 1300 marques analysées. Donc ça nous fait quand même un joli panel. Et au sommet de ce classement, la marque préférée de cette année est Bic. Ouais, moi je ne m'y attendais pas. C'est la première fois d'ailleurs qu'une marque non alimentaire s'impose en 15 ans de palmarès, donc rien que ça. Elle gagne 11 places en un an. Donc ça montre que la simplicité, la cohérence, eh bien ça paye et on peut finalement y gagner. Et après il y a Samsung et Bonne Maman qui complètent le podium. Donc c'est un mélange de tech et de tradition. C'est assez intéressant à analyser et à se poser sur justement ce classement. Alors qu'est-ce qu'il nous dit aussi ce classement? Il nous dit que l'épicerie sucrée a le vent en poupe parce qu'il y a plein de marques qui cartonnent au sein de l'épicerie. Dans le top, on a Barilla, on a Saint-Michel, Lu, Côte d'Or pour ne citer que ces marques. C'est des marques patrimoniales qui évoquent le quotidien, qui sont simples. Voilà, des marques qui sont reconnues et ancrées finalement chez les Français. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que finalement les marques Madeleine de Proust, elles sont encore ancrées complètement dans le quotidien des Français. L'ancienneté et le storytelling autour des marques sont vraiment montrent en tout cas un attachement. Typiquement, on a Petit Bateau aussi qu'on retrouve dans ce classement. Le slip français, c'est des marques qui ont fait beaucoup de travail en termes d'activation, de communication pour être dans ce top classement. Il y a une vraie histoire à raconter autour de ces marques. Bon, on a parlé des marques, forcément ce qui nous intéresse aussi, c'est les enseignes. Qu'est-ce que ça donne? Il y a une autre étude qui est sortie, c'est l'étude EY Paternon, désolée si j'écorche le nom, qui a été menée sur 10 000 consommateurs en janvier. Et dans le top 3 de toutes les catégories, on a en premier Action, avec 45,7% de taux de fans, Decathlon 43% et Leroy Merlin 39%. Qu'est-ce que cette étude nous dit? Il y a 4 insights, je dirais, qui sont absolument majeurs à garder en tête. Première insight, c'est que le prix reste la clé. Le prix est ancré dans nos quotidiens. Maintenant, jamais au détriment de la qualité. Et l'un ne va pas sans l'autre, j'ai envie de dire. Deuxième élément clé, la RSE est quand même assez prédominant et notamment on voit dans ce classement Aromazone qui se place très bien sur ces indicateurs-là. Troisième insight clé, la seconde main est très bien installée et on parle beaucoup de Vinted où 60% des acheteurs français ont acheté au moins une fois au cours de l'année 2024 de la seconde main. Et le quatrième insight, malgré ce qu'on pourrait croire, c'est que le magasin physique résiste quand même tout de même bien par rapport au digital. L'expérience physique, en tout cas sur ce bench, dans le cadre de cette étude, je mets bien des guillemets là-dessus, est mieux noté que le e-commerce. Les ventes en ligne ont même reculé l'an dernier, donc ça c'est assez intéressant à noter. Bon, ça pose des questions forcément concrètes. Comment on renforce l'expérience en rayon, donc pas juste l'offre, mais aussi le parcours d'un point de vue enseigne. Est-ce que le levier RSE, il est bien visible pour toutes les enseignes? Comment il est compris par le consommateur? Est-ce qu'il est valorisable aussi dans la catégorie dans laquelle on chope? Bon, et côté gagnant, grand gagnant sur le podium, côté enseigne, rien de révolutionnaire. On a Leclerc pour l'alimentaire général. Ça corrobore complètement avec les parts de marché que l'enseigne affiche. On a Picard pour le côté spécialisé. Picard, on vous adore. Et puis Buffalo Grill et McDo en restauration. Et après, on a dans leur catégorie historique Fnac, Amazon, Ikea, Leroy Merlin. Le tout avec un taux de fans 1,8 fois supérieur à leurs concurrents directs. Super intéressant comme classement, affaire à suivre.
Dernière actualité de la semaine, je suis assez contente de vous en parler. C'est pas mes sujets de prédilection, mais les réseaux sociaux sont importants à analyser. Et là, c'est TikTok Shop qui arrive en France à partir du 31 mars. Donc, restez connectés. D'ailleurs, quand cette vidéo sortira, parce qu'on est le 28 aujourd'hui, je tourne le vendredi 28, on aura TikTok Shop sur nos écrans. Pourquoi c'est important de suivre cette tendance? Parce que concrètement, il y a 25 millions d'utilisateurs français, dont plus de 70% ont moins de 25 ans, qui vont pouvoir acheter directement dans l'appli sans en sortir. C'est quand même un changement absolument majeur quand on voit le boom que ce réseau social a fait. Donc c'est vraiment une tendance à surveiller, enfin en tout cas un changement au-delà d'une tendance majeure à surveiller de près. Donc ça va se faire à travers différents modes de pratique sur la plateforme. En fait, les produits qui seront présentés dans les vidéos, il y aura un lien cliquable et il y aura un panier qui sera intégré. Donc ça va être en live, en vidéo très courte, en mode swipe. Et tout ça, ça dépendra du scroll dans le feed des utilisateurs. En tant que pro de la grande distribution, qu'est-ce que ce message il nous apprend et qu'est-ce qu'il nous délivre? Alors, on parle plus juste de notoriété ou d'engagement ou d'effet boom. J'en ai parlé sur ma précédente vidéo du Lean Dubai Style. On parle plus de ça. Enfin, imaginez toutes les vidéos qu'il y a autour de la bouffe où on pourra acheter directement. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur l'alimentaire plus que sur le non-alimentaire. Je pense que ça va être assez structurant sur le non-alimentaire, mais à voir. Et puis, on parle d'un canal de vente complet, mesdames et messieurs. C'est quand même maintenant une plateforme transactionnel. Donc TikTok, ça devient un distributeur. Dans quelle mesure ça viendra piquer des ventes aux distributeurs, je ne sais pas. On fera l'analyse et on fera le bilan des comptes. Et on le fera sur ce compte sans filtre ajouté, sans aucun doute. Mais c'est assez intéressant de l'observer de près. On a beaucoup à apprendre sur ce réseau social. Donc pour les marques, il y a aussi finalement des insights à prendre. Donc on va avoir une boutique dédiée avec des fils de produits, des vidéos produits avec des achats intégrés, des vidéos live avec des influenceurs prescripteurs et puis des commissions fixes qui seront reversées à TikTok. Ça veut dire que aujourd'hui, une marque, elle veut se développer sur un autre canal autre que la grande distribution. Elle peut le faire via un autre canal de manière assez facile si elle a une bonne communauté. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors, quelles marques se sont déjà positionnées sur ce créneau? Eh bien, on a les marques Cabaya, Cherico, intéressant. Et la sélection va s'élargir. Donc, conclusion de tout ça, dans les plans d'activation, pour moi, il va falloir l'intégrer. Enfin, c'est plus juste un réseau social, ça va au-delà. Il va falloir anticiper l'arrivée de nouveaux acteurs nativement TikTok qui bousculent les codes d'achat. Donc restons, comme dirait l'autre, aware sur ce qui se passe sur les modes de consommation parce que sinon on va vite être out et complètement à côté de nos pompes en termes de commerce. Et puis collaborons avec les créateurs, les influenceurs. Maintenant c'est un levier de vente directe, donc c'est une vraie opportunité. Mais l'autre côté de la pièce, je ne sais pas si cette expression se dit, mais il va falloir quand même regarder les achats compulsifs, sur la santé mentale des jeunes parce que on est sur un réseau social où la consommation juste de contenu elle est incommensurable. Donc du coup dans quelle mesure les achats vont se faire? Est-ce que ça va être des achats réfléchis ou pas? Enfin, il va falloir regarder ça. Toutes les données personnelles vont être centralisées sur TikTok. Donc là, on rentre encore dans un autre sujet plutôt politique. Voilà, surtout avec un acteur chinois qui gère toute la chaîne. Autre sujet. Et enfin, plus globalement, est-ce que ce modèle encourage la consommation responsable et raisonnée? C'est un autre sujet, mais qu'on est obligé d'adresser. Voilà, j'en ai fini pour moi. Encore une fois, ces sujets sont super intéressants. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous voulez voir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.